Mesdames et messieurs, très chers amis, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons décrypter l'actualité. Comme vous le savez tous, l'actualité est dominée par la signature de cet accord de paix entre la République du Congo et le Rwanda. On va les décrypter, comprendre les conséquences de l'accord de paix RDC-Rwanda, les déclarations des partis et puis le contenu de cet accord. On va essayer de l'analyser pour comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2025. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que nous vous demandons, une façon pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion et ça va nous permettre que nos vidéos soient référencées par YouTube. Et donc, sans tarder, nous allons procéder de la manière suivante, puisque j'aimerais bien que nous puissions comprendre et nous en faire très clairement l'idée de cet accord et puis ses conséquences. Ce qu'on va faire d'emblée, ce que je vais vous dire, on va parler d'abord des délais d'exécution de cet accord. Parce que beaucoup pensent qu'il y a tellement de points de vue ça et là, disant que l'accord est comme ça, va et qu'on ne sait pas quand ça va commencer, ça va finir. Est-ce que nos minéraux ne sont pas bradés, tout ça là. Et donc, on va parler de l'aspect des délais d'exécution et par la suite, on va essayer d'analyser l'aspect politique, mais aussi économique. Et puis, on va essayer de répondre à quelques critiques qui se sont formulées contre cet accord de paix. Alors, sans tarder, d'emblée, j'aimerais vous dire déjà que nous devons cesser de faire l'amalgame entre cet accord de paix et l'accord de partenariat entre la République du Congo et le Rwanda. Cet accord de paix, c'est un préalable pour que le partenariat sur des minéraux stratégiques puisse être effectif, puisque comme vous le savez, les affaires n'aiment pas le bruit, n'aiment pas les guerres, et les Américains, et ils les ont dit très haut, qu'ils ne peuvent pas faire des affaires là où il y a des guerres. Donc, comme ils avaient manifesté l'intérêt de pouvoir conclure nécessairement un partenariat avec la République du Congo, donc il était impérieux alors pour les États-Unis aussi de s'associer à cet effort pour pouvoir imposer la paix dans cette partie de la République du Congo et pouvoir faire des affaires en toute quiétude. Et ce qui vient de se faire, il y a cet accord de paix qui est signé entre la République du Congo et le Rwanda. Alors, certaines personnes pensent que cet accord de paix c'est un accord de façade qui ne précise pas exactement des délais. J'aimerais d'abord rappeler certains délais afin que nous puissions entrer dans des concepts et pour que nous comprenions exactement cet accord ici. Déjà, vous devez savoir, on va aller très doucement et vous allez comprendre. Cet accord est signé hier entre le gouvernement de la République du Congo et le Rwanda, le 27 juin 2025. Dans les dispositions de cet accord, il est dit, je vais aller directement, je vais lire avec vous, vous allez comprendre et on va aller très vite. On va le faire méthodiquement, vous allez voir que restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre exactement cet accord et vous pouvez déjà vous projeter pour savoir quel est l'intérêt de cet accord ici. On dit fait à Washington le 27 juin 2025 en double exemplaire en langue française et anglaise. Voilà ce qui a été conclu. Et puis on dit, le présent accord, on dit quoi, ça dit que ça entre en vigueur, le présent accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord. Donc cet accord est signé hier, les obligations qui sont énoncées donc prennent effet immédiatement. Et donc ce qui signifie que l'exécution de l'accord a commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exécution de l'accord. Mais maintenant, comment ça va se passer, comment ça va se procéder? C'est pourquoi je vais essayer de vous expliquer en détail. Déjà, vous devez savoir que cet accord ici, ce n'est que justement la mise en musique de cette déclaration des principes. La déclaration des principes, comme nous l'avons dit dans plusieurs de nos émissions, que c'était justement pour cadrer les matières sur lesquelles on va se fonder pour pouvoir signer un accord de paix et des préalables, des éléments à ne pas intransiger. Donc, et là, parmi des éléments là, il y en a 8. Le premier élément, on va aller avec, c'était l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités.
C'est un élément préalable. Et dans ce cadre-là, vous allez voir plusieurs autres éléments qu'on a abordés. Les désengagements et intégration de groupes armés non étatiques. Il y a des conditions qui sont fixées. Il y a les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité. On va essayer de voir exactement ici le mécanisme de coordination parce que puisqu'il s'agit de deux pays qui veulent maintenant créer de la paix, et il faut qu'il y ait des désengagements de force et puis des conditions, des obligations des uns et des autres. Mais on va aussi énumérer pour vous quelles sont les obligations, puisque il s'agit d'un accord. Un accord, en fait, en réalité, c'est une convention entre deux parties. C'est-à-dire que deux parties s'engagent à pouvoir exécuter, faire quelque chose. Ici, il s'agit de mettre la paix. Et donc, chaque partie a des obligations. Et les obligations des unes et des autres sont liées, ce qui signifie que c'est dit que la non-exécution des obligations par l'une des parties peut entacher l'effectivité de cet accord de paix. C'est pourquoi il y a des mécanismes qui sont mis en place afin d'accompagner l'exécution, sinon la mise en exécution très pratique de cet accord de paix. Donc, j'étais en train de dire comment on va coordonner l'entrée des réfugiés, déplacement interne et considération humanitaire. La part humanitaire, c'est très important. La MONUSCO et autres soutiens multilatéral qui devaient intervenir. Le cadre d'intégration économique et régionale, on va en parler également. Et puis, les dispositions finales et enfin, l'entrée en vigueur, comme je viens de vous le dire. Les accords de principe avaient parlé de deux éléments essentiels, comme je sais de le dire, le respect de l'intégrité territoriale et puis la non-ingérence dans les affaires des États respectifs. Donc là, c'était déjà un acquis. Et ici, comme on a énuméré cela, il fallait maintenant mettre en musique tout cela. C'est pourquoi on a créé cet accord. Le premier délai à exécuter. Déjà, il s'agit, comme je vous ai dit, la mise en exécution commence déjà le 27 juin. Et puis, dans un délai de 30 jours, à compter de l'entrée en vigueur. Donc, ils vont mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la République du Congo et le Rwanda. De quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire que je vais vous le dire. Les mécanismes conjoints de sécurité créent des procédures opérationnelles communes et des mécanismes d'établissement des rapports pour assurer la transparence de l'ampleur et de la portée des opérations. Donc, ces plans de mise en œuvre, en fait, en réalité, ce n'est que la continuité de ce qui a été déjà prévu. Comme vous vous rappelez-vous, que le 15 décembre, ça devait être signé au niveau du Rwanda en 2024. Malheureusement, la partie rwandaise s'était pas présentée et donc on était obligé parce qu'il y a eu déjà plusieurs processus qui se sont faits. Et là, maintenant, on dit la mise en exécution de tous ces mécanismes devait être fait en tenant compte déjà de ce qui a été des acquis comme des acquis. C'est pourquoi vous allez voir que l'accord inclut en son sein aussi des annexes. L'annexe A et B, et ces annexes-là reprend les différents processus qui sont des parties intégrantes de cet accord. Ce qui signifie que les différents délais qui sont repris au niveau de ces annexes-là sont d'application à compter du 27 juin 2025. Donc, ce qui signifie que c'est dans 30 jours, ici, à compter d'aujourd'hui, il y a déjà ces mécanismes conjoints de coordination de sécurité. Ces mécanismes à quelle mission? Ça permet à ce que l'on étudie comment on va faire en sorte, comme les obligations, on a demandé à chaque partie, pour la République du Congo, de faire en sorte que les FDLR soient éradiqués très clairement, les déplacés internes. Ce sont des éléments parmi lesquels on a cité. Je vais vous les lire pour que ça soit plus pratique et ça va nous permettre d'être un peu plus concret. Et on va. Donc, on dit ceci dans fin du soutien étatique aux groupes armés et des engagements, intégration additionnelle dans la force de sécurité avec des conditions. Ce sont des éléments. Et le Rwanda, la levée de ces mesures défensives, vous allez voir qu'il y a des concepts qu'ils ont utilisés ici. Pourquoi ils ont utilisé ces deux concepts justement? Parce qu'il s'agit d'une négociation. Chaque partie veut qu'on utilise son terme pour éviter les interprétations ou sinon en justice qu'il y ait des contradictions des expressions. Donc, ils doivent comprendre. Ils ont repris pour la République, on parle de la levée des mesures défensives. Nous parlons des engagements de force ou les retraits des troupes rwandaises. Donc, en fait, en réalité, ça signifie et la même chose selon notre entendement et l'entendement des Rwandais et qu'ils ont voulu parler de ça. Alors,
Là, c'est le premier délai. Donc, dans 30 jours, à compter du 26 jours, vous comptez 30 jours, on va mettre ce mécanisme qui va permettre à TK de suivre étape par étape comment les désengagements des forces vont se faire et comment les réfugiés vont rentrer, tout ça là. C'est-à-dire qu'on va définir, c'est-à-dire que s'il y a la sous-structure qui va définir l'opérationnalisation de toutes ces étapes-là, c'est ces mécanismes conjoints de coordination de sécurité entre la République et le Rwanda. Voilà le premier délai que vous devez retenir. Et ensuite, dans 30 jours, donc dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, ce qui signifie les 30 mois, ce qui signifie à peu près 3 mois, oui, dans les 3 mois plutôt, à peu près 90 jours. Donc, suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre de l'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé cadre d'intégration économique régionale et s'appuie sur les efforts existants tels que la SLECAF, CIRGL et puis la CAI. Donc, voilà un peu. Là, ici, il s'agit maintenant de l'aspect économique des choses. Ce qui signifie que l'accord ici, non seulement il s'agit de la partie où, ce qui nous intéresse plus, c'est les désengagements de forces que les Rwandais, pour dire ça en termes de sens, que les groupements des militaires rwandais retournent chez eux et que toute cette partie occupée soit reprise par la République du Congo et qu'on l'instaure, qu'on rétablisse l'autorité de l'État. Et déjà, à partir d'ici 30 jours, ce mécanisme va déjà être mis en place et ça va permettre à ce que l'on suive en lettres chaque étape par étape pour que ces retraits-là deviennent effectifs. Et puis, cette partie d'intégration économique régionale, vous devez savoir, beaucoup pensent que non, on a bradé nos minerais, tout non. Et les gens oublient qu'en fait, en réalité, le Rwanda est à nos côtés, on ne peut pas l'enlever de ces côtés-là. Et donc, pour raison de paix, déjà, vous devez le savoir que lorsque l'on négocie, l'on n'obtient pas ce que l'on veut seulement dans la négociation, mais l'on obtient le résultat de la négociation. Cela signifie quoi? C'est-à-dire qu'on est obligé à faire des concessions. Certaines des concessions sont stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a des concessions que nous ne pouvons pas faire, mais il y a des concessions que nous pouvons faire. C'est pourquoi il y aura toujours des masses d'élèves. Parmi les concessions principales, d'après l'analyse que j'ai faite ici, que nous avons faite, c'est que nous avons accepté que nous allons nous occuper des FDLR s'ils existent en République du Congo, pour les éradiquer, pour que ça ne soit plus un prétexte pour les Rwandais de dire que non, nous sommes en République du Congo parce que nous sommes en train de combattre les FDLR qui menacent l'existence même de notre Rwanda et le pouvoir, le régime au Rwanda. Et donc, c'est une concession. Nous, on ne peut pas continuer seulement à refuser. Non, 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 il n'y a pas ça, il n'y a personne. Non, non, ok, on l'accepte. Puisqu'il y aura des mécanismes de sécurité conjoints, qu'on va travailler ensemble avec la EU. Ensemble, nous allons tous voir quels sont ces gens-là et tous, on va conclure ensemble qu'il n'y en a pas et qu'on pourra évoluer. Donc, il fallait faire des concessions. On ne pouvait pas seulement commencer à refuser pour refuser, puisque cela ça ne crée pas de problèmes en nous, qu'en fait, en réalité. Ce n'est pas un problème pour nous, on pouvait le faire. Alors, c'est une concession, en fait. Deuxième concession pour moi, c'est-à-dire que d'accepter les différentes étapes pour ces retraits-là. C'est-à-dire que vous devez faire que il y a eu une agression, il y a eu des conflits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tout de suite que non, on enlève des gens comme ça. Non, on ne va pas enlever des gens comme ça. Il faut que nous examinions exactement qui va partir. Si on dit comme ça, bon, ils quittent, et ils disent que non, nous avons quitté. Non, il faut qu'il y ait un mécanisme qui suive ensemble avec nous et nous allons voir exactement qu'ils sont en train de partir. Donc, ce sont des concessions parmi tant d'autres que nous avons eu à faire dans le cadre de cet accord. C'est vrai que les gens vont interpréter dans leur manière, mais moi, là, je suis en train de faire des analyses au regard du texte qui existe ici pour que nous puissions nous en faire une idée. Un autre délai exactement, la première réunion du comité de surveillance conjointe. C'est quoi ces comités de surveillance conjointe? Puisque vous devez savoir que dans tout accord, on prévoit toujours la manière de régler les différends. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, comment on va procéder? C'est-à-dire qu'il y a un comité qui intervient en dernier ressort, puisque l'objectif ici, c'est de régler tout problème à l'amiable. Puisque cet accord aussi, l'objectif, c'est de serrer la paix. Éviter tout moyen ou toute manœuvre qui pourront faire en sorte qu'il y ait un genre d'accord des conflits, tout ça là. Par conséquent, on doit toujours chercher à traiter toute l'humanité et l'objectif, c'est les consensus que l'on comprend tout cela. Et donc, ces comités de surveillance conjointes a lieu dès que possible et au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Ce qui signifie que dans 45 jours au plus tard, la première réunion de ces comités de surveillance conjointes aura lieu. Ces comités de surveillance
envisagent d'organiser les premières réunions des comités à Washington. Déjà, vous devez le savoir. Qu'est-ce qu'ils auront comme boulot à faire déjà, ces comités de surveillance? C'est justement pour voir comment éviter qu'il y ait des conflits qui pourraient engendrer des contentieux. Parce que l'objectif, c'est de faire tout en paix, à l'amiable, et que tout se passe normal. Donc, ça va se tenir. Il y a déjà un délai. Tous ces délais, c'est pourquoi c'est pour la mise en exécution du contenu de l'accord. Maintenant, venons-en maintenant à ces problèmes de critique de cet accord ici. Alors, comme je venais de le dire au début de mon émission, que les gens sont en train de confondre l'accord de paix et puis les partenariats avec les États-Unis. Donald Trump, lorsqu'il a tenu son point de presse, il a dit que nous avons gagné plus de droits en raison de cet accord de paix ici, dans les droits miniers en raison de cet accord de paix. Moi, je ne vois pas pourquoi cela peut poser problème. Pourquoi? Dans ce sens que il y a déjà plus ou moins 30 ans, d'ailleurs même plus, où nos minéraux, que ce soit stratégiques, sont exploités d'une manière illégale et deuxièmement, dont le revenu n'entre pas dans la caisse de l'État. Sinon, c'est le Rwanda et ses supplétifs et certains individus qui se partagent tout le gâteau. Et pendant plein de temps, on exploitait et tout ça là à l'impunité, à l'insu de tout le monde par les Rwandais et ils en bénéficiaient. C'était eux qui dirigeaient et qui exploitaient nos minéraux. Mais les gens qui disent que nous sommes en train de brader maintenant à ciel ouvert, j'ai suivi le thème Mukwege, j'ai vu Jean-Pierre Mamba, qui était des MLC devenu rebelle, certains des acteurs politiques qui interviennent aussi dans ce sens-là. Donc moi je pense que la façon de dire, j'ai suivi aussi les tweets, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de l'ancien président de la République qui parle que ça c'était un accord commercial, non, parce que ça ne tient pas compte des problèmes, puisque nous n'avons jamais eu les problèmes avec aucun des pays qui s'est situé, qui s'est trouvé dans cette célébration, dans cette signature-là. Déjà, de ce point de vue-là, ça pose problème. Donc, je commence d'abord par le fait que nous ne pouvons pas aborder des milliers parce que là, des choses sont en train de faire au vu au ciel de tout le monde. Puisque la paix n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas seulement à continuer à avoir des minéraux ou bien garder. Nous ne voulons pas laisser nos minéraux, brader nos minéraux d'après et entre guillemets. Mais nous sommes en train de souffrir, d'autres personnes sont en train de consommer ça. Parce que vous devez savoir qu'il y a certaines richesses qui sont épuisables. Des métaux critiques, tout ça en a rare. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas assez et ce n'est pas éternel. Alors, ces minéraux-là, s'il faut, quand ils parlent les gens disent qu'ils ont eu beaucoup plus de droits parce qu'ils nous ont aidés pour être dans des termes simples, ils nous ont permis d'avoir cet accord de paix. Avoir plus de droits, ça signifie quoi? Leur accorder ça gratuitement? Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez voir qu'avant que les États-Unis interviennent, on disait déjà qu'il y avait la Chine qui avait 80% de ces minéraux, de ces exploitations. Alors, lorsqu'ils avaient 80%, c'est société, c'est droit. Cela ne signifie pas que c'était gratuit. Mesdames et messieurs, regardez, on va essayer de voir. Le docteur Mukwege, c'est une désolation pour moi, qualifie cet accord de bradage à ciel ouvert de nos minéraux. Mais en fait, qu'est-ce que nous voulons exactement, en fait? Nous voulons quelque chose et son contraire. Moi, je pense que tout Congolais qui réfléchit devrait d'abord appuyer le fait que nous ayons cet accord de paix, mais aussi que les États-Unis puissent nous aider à les avoir. Pourquoi? Justement, on ne peut pas parler du développement, ou soit de l'autonomie, ou soit de la souveraineté de l'État lorsqu'il n'y a pas de paix. Cette guerre date de plusieurs années, plus de 30 ans d'ailleurs. Les Congolais ou sinon les Africains, personne n'est venu nous aider. Alors plutôt, nous avons vu des complexités passer par là. Cette complexité demande à ce que nous puissions avoir des partenaires stratégiques qui pourront nous aider à pouvoir sortir de cette histoire. Le gouvernement Trump est arrivé et ont accepté, dans le cadre des partenariats qu'ils veulent faire avec vous pour des minéraux, de nous aider à avoir la paix pour qu'ils puissent exploiter. Quoi de plus normal pour nous de pouvoir l'accepter? Est-ce que le fait pour nous de signer, même si d'accorder des grandes parts aux États-Unis, ça pourrait jamais constituer du bradage des minéraux parce que ces minéraux ont été exploités pendant plusieurs années par d'autres pays sans qu'un sou n'entre dans la caisse de l'État, mais plutôt des individus en ont bénéficié. Et le développement, c'est quoi en fait en réalité? Le développement a comme préalable la paix. Si nous avons la paix, même sans minéraux,
nous pouvons nous développer. Il y a des pays ici, si vous regardez, par exemple, vous allez par exemple dans les Swaziland, dans ces pays-là, il y a des pays qui ont comme richesse canne à sucre. Mais ils se développent. Le développement, c'est d'abord l'organisation. Si nos minéraux, on peut accorder plus de droits aux États-Unis pour exploiter et que nous puissions avoir la paix et nous pouvons et nous développer, avoir la paix pour pouvoir nous organiser, nous développer, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Nous, d'ailleurs, nous avons cette opportunité-là. Nous avons d'abord beaucoup de terres arables qui permettent à l'agriculture de faire l'agriculture. Les développements aujourd'hui, c'est au niveau de l'agriculture, la diversification de notre économie, la mise à niveau de nos entreprises afin d'être compétitifs sur les plans internationaux. Si vous regardez dans cet accord ici, on parle de l'intégration régionale, ce qui signifie qu'il y a même un mécanisme qui est mis en place là. Si je peux le voir vite fait, il s'agit des points où on parle des cadres d'intégration économique régionale. Les partis conviennent de lancer dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord les cadres d'intégration économique régionale en plusieurs étapes définies. Quel est l'objectif de tout cela? Et les modèles, c'est le modèle de la ZLECAf. La ZLECAf déjà existe. La ZLECAf, c'est le fait qu'on cherche à mettre en place des différentes organisations sous-régionales qui ont les mêmes objectifs. On parle du COMESA, on parle des EAC, des SADC, mettre en place, créer un marché commun. Dans ces marchés communs là, c'est qui signifie que on pourra avoir ce qu'on appelle les TEC, les tarifs extérieurs communs. C'est-à-dire que tous les pays qui vont venir de l'extérieur de notre marché là auront une taxe à payer dans notre pays. Mais entre nous, les pays qui seront membres de la ZLECAf, par exemple, nous aurons des taxes, n'auront pas des taxes. Il y a la liberté des personnes de leurs biens et des populations dans notre espace là pourront circuler, vont avoir leur marché agrandi parce qu'il peut aller ici et de la République du Congo jusqu'en Afrique d'ici, sans pour autant payer des taxes, tout ça là, il est dans un marché commun. Donc, de telles initiatives, ce sont des bonnes choses. Et c'est là, ce qui peut permettre, c'est là que ce n'est que la paix. Le Congo en lui seul, la République du Congo en lui seul, incarne la stabilité dans la région, parce que la plupart des pays qui se retrouvent au niveau de l'Afrique centrale sont des pays, en termes de géographie, qui n'ont pas assez d'espace. Et les pays qui regorgent assez de richesses, c'est nous, la République du Congo. Au-delà de nos minéraux, nous avons beaucoup plus de choses. Nous avons des bois, nous avons des espaces. Donc, on pouvait se développer, se calmer. Même nous avions eu des difficultés parce qu'on n'avait pas la paix. Aujourd'hui, on a encore des marchés. Si on a encore des marchés et que Donald Trump dise que nous avons beaucoup gagné, beaucoup de droits, ça ne signifie pas que nous avons bradé le minerai pour se dire qu'ils ont des droits d'exclusivité, ils ont des marchés, des grandes parts, ce qui est une bonne chose, parce qu'ils nous ont aidé à avoir quelque chose de plus important que toutes nos richesses que nous avons, la paix. Le peuple de l'Est n'entend que ça. Moi, je pense que les gens qui disent ça, ce sont des gens qui disent une chose et son contraire. Donc, on ne peut pas se contredire. Lorsque l'on cherche la paix, on va faire des concessions. Si les États-Unis nous disent, on va vous accorder ça, vous nous accordez la part des marchés, moi, je pense qu'aussi des minéraux, pour moi, c'est la moindre des choses à faire parce que le développement de la République du Congo ne repose pas seulement sur des minéraux. Nous avons beaucoup d'autres opportunités à développer. Vous imaginez que même notre eau est une eau de qualité qui sera quémandée dans les jours à venir, dans les années à venir, par beaucoup des États. Et donc, on peut les exploiter et on gagne beaucoup plus. Si je viens de vous dire qu'il y a des pays qui n'ont rien comme richesse, mais tellement qu'ils sont organisés, mais ils arrivent à faire de grandes choses. C'est à nous d'être organisés. Alors, pour que nous soyons organisés, nous devons être en paix. Et la paix n'a pas de prix. Le fait d'avoir cette paix ici, nous devons maintenant saisir ces moments ici pour nous organiser rapidement. Nous organiser sur les plans sécuritaires, militaires, de la nouvelle technologie de l'information, mais aussi sur les plans de l'administration et de notre justice particulièrement. Élaborer des politiques publiques sectorielles. Comme ici, on parle de l'intégration économique régionale ici, pour que nous puissions tirer profit, qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, nous devons mettre à niveau nos entreprises. Ce qui signifie quoi? Nous avons des entreprises qui sont des canards boiteux, qui n'ont pas assez de capacités de pouvoir exploiter ou bien produire plus. Déjà pour suffire au niveau national et à fortiori pour aller vendre sur les plans internationaux. Si on a grandi, on ouvre les marchés et que nous ne sommes pas compétitifs, nous allons subir les marchés des autres, les autres qui vont venir maintenant vendre, surabonder notre marché. Pour que nous pourrons tirer aussi part dans tout ça, nous devons mettre à niveau nos entreprises. Cela n'est que possible lorsque nous serons dans ces moments de paix ici. On va mettre à niveau des entreprises. L'État pourrait demander des mesures dérogatoires dans les cadres des initiatives régionales où nous nous retrouvons pour pouvoir accorder des subventions, excusez-moi, au regard de nos entreprises pour les aider à pouvoir être compétitifs. Et puis, la mise en œuvre, au-delà de ça, il faut demander aussi de l'assistance technique auprès de nos partenaires, parmi lesquels, comme nous aurons un partenaire de taille comme les États-Unis, ils sont très outillés dans plusieurs domaines, notamment de la cybertechnologie, s'il n'est pas des commerces, des services, comment améliorer nos outils des services, des commerces, les moyens de transport, des routes
mais aussi sur le plan d'élaboration de politiques publiques. Donc, ils ont tellement de l'expertise qu'avec eux, nous pouvons maintenant demander cette assistance technique. L'assistance technique, ça signifie quoi? En clair, ça signifie qu'ils vont venir nous aider à maîtriser comment faire des choses, c'est-à-dire apprendre, nous former. C'est ça l'assistance technique. Ils vont venir nous assister techniquement. Et faire ce qu'on appelle aussi le transfert de technologies. Ils viennent, ils s'installent ici et nous devons aussi, dans le cadre de cet accord de partenariat, demander à ce quelqu'un qui mette aussi nos compatriotes dans des instances dirigeantes, dans tous les niveaux pour que nous puissions bénéficier de leur expérience et finalement finir par nous-mêmes aussi pour commencer à créer. Donc c'est à nous maintenant de nous organiser. Et donc cet accord de paix, c'est une avancée très significative qui va nous aider énormément. L'ancien président Kabila, dire que ce n'est qu'un accord commercial, moi je pense que, je ne crois pas que c'est lui qui a écrit ça. Si effectivement c'est lui, ça devient grave et puis inquiétant. Lui qui avait combattu ces mouvements rebelles disant que c'est Rwandais, il savait tout ce que ces mouvements rebelles, en fait, en réalité, il y avait des Rwandais qui étaient derrière. Dire aujourd'hui que, donc, aucun de ces pays-là avec qui nous avons été le jour de la signature, on a des problèmes avec eux. Déjà, c'est saboter le fait que les Nations Unies aient voté à l'unanimité, puisque c'est la résolution 2673 qui accuse, lui qui pointe du doigt très clairement les Rwandais qui nous agressent. Moi, je pense que c'est une contradiction. Donc, nous avons assez d'éléments pour dire que les Rwandais étaient notre agresseur. Et d'ailleurs, les Rwandais lui-même a accepté. Trump l'a dit très clairement. Trump ne dit pas des sentiments parce qu'ils ont discuté avec eux, on les a prouvés très clairement. Il y a même des rapports des Nations Unies là-dessus. L'Union européenne qui tardait les pas a pu accepter qu'il y a les Rwandais qui nous acceptent. Dire aujourd'hui qu'il y a personne, donc le Rwanda avec qui nous avons signé cet accord de paix n'est pour rien, alors ça signifie être complice. Donc ça confirme exactement que les accusations que le président de la République, en tant que chef de l'État, portait contre l'ancien président de la République, ça apparente que c'était une évidence parce que là, il nie très clairement que le Rwanda n'est pour rien. Alors que nous savons tous que la manipulation qui est derrière ces mouvements rebelles ici, c'est que eux. Et l'autre partie, c'est la partie de M23FC avec qui on négocie au niveau du Qatar. Mais maintenant, ce qui est là très clairement, on va voir maintenant leur volonté. Est-ce qu'ils combattaient vraiment pour les peuples congolais? Sur base de leurs revendications, nous saurons qui ils sont. Puisque déjà les rapports, selon nos sources, on nous apprend qu'ils sont en train de réclamer la gestion de toute cette partie Est. Ils vont demander ça sur base de quoi alors qu'il n'y a qu'un seul État. Et ils ne peuvent pas demander ça. Aucun peuple congolais ne leur a demandé de prendre la gestion de ça. Pour quel intérêt? Pour le bénéfice de quel peuple? Puisque le peuple congolais est un et uni, indivisible. Et donc là, ce sont des intentions, des velléités expansionnistes du Rwanda cachées derrière ces gens-là. Donc ça sera mis à nu. Il y a des choses qui vont apparaître aux yeux, au vu de tout le monde, qu'ils sont de mauvaise foi, comme l'a dit Trump hier, on va les contraindre pour la mise en application de cet accord. C'est lorsqu'on lui a posé par rapport à M23, tous ces gens-là. Et donc, je pense que c'était un avantage pour nous. Ce sujet est délicat. Ça, c'est la première partie. On va revenir en deuxième partie pour détailler encore d'autres éléments. Comme ça, nous pourrons comprendre ça au fur et à mesure. Très chers internautes, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Moi, je vais me présenter. En fait, je parle de ce sujet. Mon nom, c'est Guilhem Ikobi. Je suis expert en politique publique et en négociation et en commerce international, formé par l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Je maîtrise des questions sur l'intégration économique et régionale, dont je vais en parler ici. Je vais revenir sur notre numéro pour entrer un peu plus en détail, c'est ça. Je suis diplômé en droit public. Je suis négociateur, je suis diplômé en ressources humaines. Donc, quant à moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Cliquez sur des j'aime, partagez nos vidéos pour une large diffusion afin de nous permettre que nos vidéos soient référencées par YouTube et que nous continuons à interagir avec vous. Pour le reste, je vous souhaite un bon week-end, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.